J'ai commencé à lire la presse spécialisée dès lors que j'ai commencé à écouter du métal en fait. Alors au départ, j'étais surtout intéressé par les groupes que je peux citer, qui étaient des groupes connus. Et au fur et à mesure que je progressais dans la lecture de ces magazines spécialisés, j'arrivais toujours à la fin vers des pages plus sombres, ce fameux metal underground. Ça traitait de groupes qui pratiquaient une musique plus violente, qui avaient des titres de chansons plus blasphématoires, un discours moins consensuel, plus radical. En un mot, plus métal. Le jargon même des journalistes était différent. On parlait plus de labels indépendants que de maisons de disques, de distros par correspondance que de grandes distributions. On parlait de do-it-yourself, on parlait de tape trading et évidemment on parlait également des fanzines. Alors le fanzine n'est pas né avec le métal et pas né non plus avec le punk. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui remonte au début des années 30 aux États-Unis. C'était lié à ce moment-là à l'univers de la bande dessinée et à l'univers de la SF. Il y avait déjà ce mantra qui en gros disait si vous ne trouvez pas dans les médias ce que vous cherchez, ne critiquez pas les médias, devenez les médias. Donc des plages de bande dessinée qui étaient faites par des amateurs, pas des passionnés, vraiment proposer quelque chose qui rendait hommage à ce qu'on aimait et le faire avec passion, avec détermination et avec honnêteté. Rapidement, le fanzine a pris avec la naissance du métal et avec la naissance de la culture punk, de la culture alternative. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents de Rizemol avec des fanzines punk américains connus comme Maximum Rock'n'Roll ou Flipside. Flipside qui inaugurait d'ailleurs quelque chose d'assez nouveau dans l'univers des fanzines vu qu'ils apportaient des éléments de culture en plus de tout ce qui était des éléments musicaux. Alors en ce qui concerne le métal, il y en a énormément en fait de fanzines qui ont eu leur importance dans le développement de l'underground qui a nourri après les scènes plus mainstream. C'est pas évident de vraiment établir une hiérarchie de l'importance des fanzines vu que les critères d'évaluation sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la presse spécialisée. Un fanzine à faible tirage n'est pas forcément un moins bon fanzine que celui qui va en tirer davantage. Mais il y en a un, malgré tout, qui garde une aura particulière. Un fanzine qui est né au milieu des années 80 en Norvège et qui, pour beaucoup de personnes, provoque encore des émotions certaines, y compris pour les plus jeunes. Le fanzine qui a été créé, évidemment vous vous en doutez, par celui qu'on appelle Metalion et qui s'appelle Slayer Mag. Alors il y a plusieurs bouquins qui traitent de Slayer Mag. On va parler aujourd'hui de celui qui est sorti chez Camion Blanc en français, donc qui s'appelle Slayer du numéro 1 au numéro 5, qui est une anthologie des 5 premiers numéros qui sont sortis de Slayer Mag et qui sont aujourd'hui évidemment complètement inconnus. Il y a d'autres livres qui sont liés à ce fanzine qui sont sortis, ceux-là sont en anglais, on en parlera je pense un jour prochain dans de prochains épisodes de Rizemol. Eux sont plus centrés sur la période, le début des années 90 et l'explosion du mouvement black metal norvégien. Parce que Metalion est surtout connu et respecté pour être un témoin privilégié, un acteur de cette scène black metal norvégienne. Vu qu'il était là au tout début, il connaissait voilà, les Burzum, les Darkthrone, les Emperor, les Mayhem évidemment. J'en parlais dans l'épisode sur Enjoy the Violence. Vu que sur l'article, l'interview qu'il y a d'Agressor, Alex donc raconte qu'il avait reçu la visite de Metalion, de Ronimus et de Necrobutcher, qui à l'époque faisaient un tour d'Europe pour rencontrer tous les contacts qu'ils avaient eus via les échanges de cassettes, donc le tape trading, pour les rencontrer, discuter, faire la fête et pour remettre les premières démos de ce qui allait être la première démo de Mayhem. Donc c'est quelqu'un qui a construit un petit peu, qui était vraiment à la base de cette construction de la scène black metal norvégienne, mais il était là aussi avant, et les numéros 1 à 5, voilà, c'est en gros de 1986 jusqu'à la fin des années 90, et là, il y a tout un nombre de groupes qui vont des futurs grands mastodontes, donc les Metallica, les Slayer, les Morbid Angel, les Sepultura, les Anthrax, etc., à d'autres qui sont beaucoup moins, qui sont
beaucoup moins connus, pour certains complètement inconnus parce qu'ils n'ont pas du tout percé, et puis après des groupes, des grands classiques, des Mania Road, des Love Nest, des Merciful Fate, etc., etc. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans cet épisode, c'est qu'on va scinder la vidéo voilà, en 3 parties. On va parler des groupes qui n'étaient pas encore des mastodontes mais qui allaient le devenir, ceux qui étaient de futures légendes, de futurs groupes cultes, et ceux qui sont passés à travers les mailles du filet et qui malheureusement n'auront pas eu le succès qu'ils méritaient. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est hyper intéressant. Soyez les bienvenus dans ce 20e épisode de Ritz et Moll. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Slayer Mag donc, numéro 1 à 5. Donc ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on voit effectivement la progression qu'il peut y avoir entre les premiers numéros, entre le premier numéro et le 5e numéro. Et on voit tout le talent et tout le travail et la détermination qu'il aura fallu à Metallion pour amener son fanzine jusqu'où il l'a amené. Il faut bien se remettre dans le contexte. À l'époque, évidemment, pas d'internet, donc le gars il n'était pas connu. Donc pour avoir tous les contacts, obligé d'écrire, obligé de faire du tape trending pour avoir les nouveautés, obligé de multiplier les loins, de créer son réseau. Donc et créer son réseau dans les conditions de l'époque, quand on était jeune, parce qu'en plus il était jeune, donc ils n'avaient pas un radis, donc ils étaient obligés d'employer le système D, ça demandait beaucoup d'investissement, beaucoup de détermination. Et on voit dès le départ qu'il y a vraiment cette volonté, cette envie de faire vivre en fait ce métal underground, ce métal extrême naissant. Au départ, Metallion, voilà, il écoute du métal un peu mainstream, et quand il découvre les premiers groupes, les groupes les plus vénères, les Venom, les Bathory, etc., il se prend de passion pour cette musique-là, et il a envie d'en parler, il a envie de la porter. Et donc il commence à écrire aux maisons de disques, il commence à essayer de joindre Cortorm de Bathory, il commence à essayer de joindre Metallica, etc., etc. Et il arrive à construire son premier réseau, à avoir ses premières interviews. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on voit, par exemple, en ce qui concerne Metallica, il y a dans les premiers numéros, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, il y a un live report de Metallica, période Rise the Lightning, en Norvège. Et on voit combien le groupe, voilà, il propose une setlist de malades, enfin, c'est l'époque une des époques les plus violentes, quoi, les plus trash, avec un groupe qui commence à, enfin, qui maîtrise mieux ses instruments que sur Ritz et Moll, enfin, vraiment qui déboîte. Et on voit que tout le public, ce public métal dur, admire et respecte Metallica. Et le glissement se passe des Master of Puppets, où là il y a une interview de Kirk Hammett où on voit que déjà la communication au niveau de ce qu'ils disent en interview, et c'est beaucoup plus, c'est cadré, c'est pensé, et où ce glissement au niveau du son, au niveau des compositions de Ride the Lightning Master fait que tout ce public un petit peu extrême considère que Metallica cède à la facilité et passe du côté un petit peu commercial, et ça deviendra un petit peu un maître étalon à ce moment-là, Metallica, du groupe, voilà, du groupe vénère, qui est passé à des sonorités un petit peu plus consensuelles. Alors moi j'ai toujours eu un petit peu du mal avec cette idée, parce que pas de mal à avoir Master of Puppets comme un album véritablement commercial, mais quand tu lis le raisonnement et l'argumentaire de quelqu'un comme Metallion, tu comprends finalement ce qu'il veut dire derrière tout ça. Il y a aussi évidemment Slayer. Metallica, il n'y a jamais Slayer qui est très loin. Slayer qui, eux, dès le départ, fait une communication complètement à l'arrache. Vraiment le groupe qui voulait paraître, c'est de un peu avant Show No Mercy jusqu'à Raining Blood en fait, quoi. Et donc le groupe communique en interview de manière très freestyle, de manière très punk, notamment Jeff Hanneman qui raconte conneries sur conneries, ils font n'importe quoi, et ils veulent vraiment se faire passer pour un groupe de durs satanistes qui sont blasphématoires, méchants, ce qu'ils étaient de toute façon, parce que les live, pareil, les live reports et les chroniques de disques montrent que tout le monde voyait bien que Slayer c'était un groupe qui avait un groupe hyper méchant, un groupe hyper crédible. D'ailleurs, le nom même du fanzine prouve l'attachement qu'avait Metallion à Slayer. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir la manière dont Slayer communiquait au départ, de manière dans les interviews, notamment via Hanneman qui racontait vraiment n'importe quoi. Et on a vu qu'au fur et à mesure des années, cette manière de communiquer, ça allait lui attirer à certains moments des problèmes. On se souvient à l'époque de Hard Force, où Hanneman, voilà, il avait eu des déclarations, c'était un mec qui était pro-armes, pro-peine de mort, se défendre soi-même, etc. etc. Enfin, en gros, le bon droitard américain, et ça avait fait les gorges chaudes des magazines pendant plusieurs mois. Et on avait vu qu'au fur et à mesure,
mesure, le management de Slayer avait commencé à leur dire, bon les mecs, va falloir un petit peu vous calmer, raconter vos conneries là dans la presse, parce que vous commencez à avoir des procès au cul avec des histoires de meurtre et tout ça, donc vous allez y aller mollo un petit peu sur les conneries. Donc ça montre combien au départ en fait ils étaient complètement freestyle, et comment au fur et à mesure la communication elle s'est de plus en plus verrouillée. Et c'est vraiment dans les fanzines qu'on retrouve voilà, cette manière de communiquer qui était beaucoup plus relâchée qu'avec les magazines spécialisés, à 2-3 exceptions près, notamment quand on tombe sur des groupes comme Sepultura ou comme Morbid Angel, surtout Morbid Angel, qui dès le départ en fait, parce que eux ils étaient, Altar of Madness était pas encore sorti, que toute la planète underground attendait comme le Messie, comme le divin enfant, la sortie de ce premier album de Morbid Angel, tellement les démos avaient foutu tout le monde en PLS, tout le monde à genoux. Et le groupe, dans cette interview notamment qui donne à Slayer Mag, avant donc la sortie du premier album, ils ont déjà, tout est déjà là, c'est-à-dire la communication mystérieuse, occulte, vraiment les mecs hyper sérieux qui essaient de tout contrôler, qui ont déjà une haute opinion de la musique qu'ils font, et des argumentaires qui sont très très étayés par rapport à ce qu'ils cherchent à expliquer dans leurs lyrics. On voit combien le groupe avait déjà dès le départ tout compris et tout vraiment travaillé pour que sa communication soit la plus percutante possible auprès des fans du métal extrême dans le monde entier. On voit que Sepultura, au départ, voilà, Max Cavalera, il se faisait d'ailleurs appeler Max Possessed, et voilà, il y avait aussi cette volonté de se présenter comme un groupe méchant. Il y a plusieurs d'ailleurs groupes brésiliens à cette époque-là au Brésil, voilà, entre Sarcophago, Sepultura et consorts, ça envoyait quand même pas mal. Donc on retrouve toute cette trace en fait de ce côté extrêmement virulent qu'on pouvait avoir tous ces groupes-là à travers la communication qu'ils pouvaient avoir dans les fanzines. Il y a certains groupes où la communication finalement elle est restée la même. Vous avez une des premières interviews de Napalm Death où il y a les idéaux politiques et puis la manière de concevoir la musique qui finalement n'a pas changé. Des Merciful Fate, qui c'est qu'on va trouver ensuite les Loudness, les Mania Road, Creator, tout ça, où les groupes finalement ils sont restés finalement assez cohérents avec eux-mêmes et avec ce qu'ils étaient au départ, et on voit un petit peu comment tout ça s'est auto-alimenté, et combien en fait tous ces groupes dans le monde entier, ils étaient tous connectés les uns avec les autres, et combien quand il y avait une grosse sortie, une grosse démo, fait vraiment une grosse sensation à un moment donné, tout le monde finalement était alimenté par cette musique, ça finissait par influencer les uns les autres, et ça amène un petit peu à réfléchir en se disant, mais finalement tous ces grands groupes qui ont été précurseurs, ils se sont tous plus ou moins influencés, tous plus ou moins nourris, et au final, quand on voit cette espèce de toile un petit peu nébuleuse qu'a été le tape trending à cette époque-là, est-ce qu'ils n'ont pas à certains moments, pas piqué, mais un petit peu se sont inspirés ou drôlement inspirés d'idées de groupes un petit peu moins connus? La question reste posée, notamment quand on voit les groupes en fait qui n'ont pas du tout tiré leur épingle du jeu, qui étaient à l'époque encensés par Metalion à juste titre parce qu'il y avait des groupes véritablement excellents mais qui n'ont pas percé. Il y en a un en particulier qui ça fait presque de la peine, quoi. Ça s'appelle Poison, un groupe de métal extrême de la fin des années 80, un groupe allemand, et quand on écoute les premières démos, c'est disponible sur YouTube, enfin, c'est vraiment c'est ultra vénère, c'est une espèce d'ailleurs à cette époque-là, il y avait les frontières étaient plus floues entre le thrash metal, entre le black metal, entre le death. Les termes étaient un peu tous mélangés, mais c'était quand même sacrément vénère. Et c'était les contemporains évidemment à Poison, le groupe de glam évidemment d'Hollywood. Et l'interview commence de Metalion où il dit, bon ben, vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle comme vous aux États-Unis. L'autre il dit, le chanteur en plus qui ressemble à une espèce de clone coincé entre Freddie Mercury et Rob Halford. Enfin, le mec il est priceless. Il leur dit, non mais ouais, notre bassiste a vu qu'il y avait un groupe qui s'appelait Poison comme nous, on va peut-être changer de nom parce qu'on a vu leur clip et on a été malade pendant plusieurs jours. Donc les interviews sont comme ça, assez fun et assez différentes de ce qu'on pouvait trouver dans la presse spécialisée, parce que Metalion, il peut se permettre de dire, ben, achetez ce disque ou allez tous crever en enfer, ne communiquez pas avec ce groupe, c'est des enfoirés, tu leur envoies des thunes, ils t'envoient pas leurs démos. Il commence à inaugurer un petit peu les interviews par thématique, les interviews avec des questions un petit peu débiles, et finalement ils sont
précurseurs de ce qui allait se faire, ils étaient précurseurs de ce qui allait se faire quelques années plus tard avec les webzines, avec une liberté de ton assez différente de celle de la presse spécialisée, un côté beaucoup plus amateur, un côté aussi plus passionné, par certains moments beaucoup plus subjectif. Donc c'est un petit peu les papas, en fait, un peu le papa de tout le monde, ce Métallio, en fait. En tout cas, on voit vraiment la trace qu'il a pu, et l'influence qu'il a pu avoir sur les webzines des années après. Donc se replonger, en fait, dans les lectures comme ça de ce fanzine, alors c'est vrai qu'il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres, il y a vraiment quantité de fanzines métal de grande qualité et qui ont compté, en fait, dans la construction de l'underground, mais se replonger dans ce milieu des années 80 et dans cette fin des années 80, début des années 90, on voit un petit peu tout ce bouillonnement qui pouvait y avoir au niveau des groupes, au niveau des artistes, au niveau des échanges qui pouvaient avoir à l'époque entre eux, une espèce de solidarité, une espèce d'envie de voir ce qui se passait de l'autre côté du globe, d'écouter quand on était un Norvégien des groupes d'Amérique latine ou alors d'Asie. Il y avait vraiment une espèce de curiosité, finalement de solidarité assez saine, qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui, mais qui fait en tout cas sacrément plaisir à lire. Donc Slayer Mag, un bouquin que je vous conseille encore une fois chaudement. Je voulais faire un gros big up et dédicacer cette émission à un podcast qui est aussi une chaîne YouTube, c'est Inoxydable. Alors Inoxydable, qui a été créé par Rem, j'en avais entendu parler, alors vous savez, j'ai déjà parlé de Troll in the Sky plusieurs fois dans Ritzemol, donc moi j'écoute le podcast Troll in the Sky, et Mathieu, donc il en avait parlé à plusieurs reprises en disant que c'était un podcast qu'il aimait beaucoup, qu'il écoutait régulièrement, qu'il y avait des thématiques qui étaient creusées, qui étaient développées. Bon, je m'étais dit, un de ces quatre, j'irai écouter ça. Mais moi, je suis un petit peu un diesel, donc il me faut quand même un certain temps avant de me mettre en route. Et un jour, voilà, je faisais un long trajet en bagnole, j'ai écouté. Donc j'ai écouté, c'était le bilan 2019 avec Mathieu. Et donc Rem, l'inoxydable, et j'ai écouté ensuite il n'y a pas que le métal, donc qui était une émission qui était consacrée aux musiques autres que le métal, et au début en fait je ne savais pas du tout, il y a une assez longue présentation de Rem sur Ritzemol, où il décortique un petit peu l'émission, un petit peu la manière dont je la présente, dont je construis mes analyses, dont je construis mes argumentaires, etc. Et ça m'a fait hyper plaisir, parce que ce gars, en fait, c'est quelqu'un qui connaît très bien le métal, qui est un passionné, qui est vraiment quelqu'un de pointu, et qui disait, en fait, dans son émission, exactement ce que j'avais envie, en fait, de transmettre, moi, via ce que je faisais dans Ritzemol. Alors, avoir de la part de quelqu'un qui a de la street cred, la reconnaissance de ce que tu fais dans les termes que tu souhaites, c'est quelque chose qui fait hyper plaisir, qui encourage à continuer dans la même direction et qui du coup motive à faire des trucs, même peut-être à essayer des trucs différents dans le futur. J'ai écouté donc Inoxydable, c'est des podcasts qui sont assez longs mais qui du coup sont hyper creusés, où c'est vraiment plein des analyses qui sont fouillées, on découvre plein de groupes, on découvre plein de trucs. Moi ça m'a fait réfléchir sur plusieurs concepts qui sont liés au métal, ça parle de l'élitisme, ça parle de l'ouverture d'esprit, ça parle de plein de trucs, c'est véritablement passionnant. Inoxydable, allez checker, c'est vraiment de la balle. On se retrouve quant à nous très rapidement pour un prochain épisode de Ritzemol. En attendant, prenez bien soin de vous et puis à très vite. Bye bye.